bienvenue pour cette septième table ronde. Donc on s'est intéressé au montage de projets, on a parlé des entrepreneurs, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Maintenant on va s'intéresser à un autre sujet qui est tout aussi important, sinon central, comment financer ces projets. Ils sont réunis autour de cette table Olivier Feur, qui est le directeur régional de la Banque Postale. Bonjour. Donc vous êtes quelqu'un qui prêtait des sous. Voilà, je prête à toutes les personnes morales de mon territoire. Ensuite, à vos côtés, Adrien Aumont de KissKissBank, donc, qui est un site de crowdfunding. Donc vous prêtez de l'argent, mais d'une façon un petit peu originale, mais vous êtes aussi autour de cette table-là à d'autres titres aussi. Alors écoutez, nous, chez KissKissBank et compagnie, nous avons 3 plateformes. Nous avons KissKissBank, Hello Merci et Lendopolis, et j'aurai l'occasion de vous présenter ces 3 modèles par la suite. Vous pouvez aussi bien financer des projets culturels, des projets d'artisans, des projets d'entreprise, et je vous expliquerai tous ces modèles. Ensuite, Gilles Comon de la société, de l'association IST, qui regroupe des business angels, donc c'est des privés plutôt, qui prêtent à des entreprises, à des projets. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de donner en fait aux gens avec lesquels on va travailler, souvent des startups, on est plutôt en amorçage, donc en amont, à la fois les sommes dont ils ont besoin pour se développer, mais aussi l'expertise des adhérents de GIST, puisqu'en fait l'idée, c'est de mixer à la fois de l'argent et des compétences pour aider l'entreprise. D'accord. Donc un accompagnement technique également. Et notre 4e invité est Jérôme Kiffer de KPMG, qui est un cabinet d'audit et de conseil financier. Au-delà de nos missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, on s'attache à aider les porteurs de projets à trouver de l'argent, à rendre lisibles leurs projets pour les financeurs. Très bien. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est on va peut-être faire un tour d'horizon des différentes façons de financer un projet. On a une idée, on n'a pas forcément beaucoup de sous. Quelles sont les différentes voies qui nous sont offertes ? Jérôme, vous voulez peut-être commencer ? On va commencer. Peut-être pour répondre à votre question, à chaque stade de développement, ces modes de financement. Quand je débute une entreprise, quand je la crée, on a des financements qui sont dédiés. Ça peut être le Love Money, la famille qui aide le projet à se financer. Ça peut être le crowdfunding, on va en parler. Et ça peut aussi être des aides qui peuvent être accordées par des institutionnels. Et dans un deuxième temps, quand on va suivre la courbe de développement du projet, on va pouvoir solliciter d'autres financements. Donc vous dites, à chaque stade de la vie d'un projet et d'une entreprise, on peut avoir des modes de financement qui soient appropriés. Exactement. Et puis souvent, on dit le banquier ne finance pas, mais le banquier, il doit venir à un moment de la vie de l'entreprise. Et là, il jouera son rôle. Et les business angels, ils jouent leur rôle à un autre moment de la vie de l'entreprise. Olivier Feur, vous qui êtes donc le banquier, on parlait de banquier, alors il intervient à quel moment la Banque Postale, elle suit les projets, elle peut être aussi au démarrage ? Alors la Banque Postale, d'abord je voudrais dire que c'est une banque qui est jeune. On ne le sait pas assez, la Banque Postale, elle n'a même pas 10 ans et on a le droit de prêter aux personnes morales que depuis 2011. Donc on est une banque relativement jeune, même si aujourd'hui on prête plus de 10 milliards sur les personnes morales. Mais on est relativement jeune. Ça fait qu'on va se situer, nous, à un niveau bien précis du développement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va intervenir au moment où l'entreprise s'est stabilisée et non pas en amont, où là, effectivement, on va être plutôt sur du business angel, sur d'autres modes de financement, parce que ça ne correspond pas aujourd'hui au modèle où on est, nous, en tant que banque postale. Par contre, on est en plein développement sur l'entreprise cœur de marché, celle qui a envie de se développer sur un modèle économique déjà établi. Alors justement, Gilles, comment on parle de business angel ? Alors, en 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'un business angel ? Comment il intervient ? À quelle hauteur il peut participer au financement d'un projet ? Alors les business angels sont pour la plupart, ou au moins pour l'association que je représente, des gens qui sont des industriels, c'est-à-dire des gens qui ont dans la vraie vie un métier, qui sont souvent chefs d'entreprise ou quelque chose comme ça, et qui essayent de redonner un petit peu de ce qu'ils ont pu apprendre ou ce que la vie a pu leur donner, en aidant souvent des startups. Il y a un côté financier certes, mais c'est quand même pas le moteur principal des business angels. Alors, on intervient en tout début de cycle, en fait, par rapport au cycle qu'on évoque, c'est-à-dire, grosso modo, au moment où l'idée va prendre corps, souvent l'entreprise n'existe pas encore, les statuts n'ont pas été déposés, etc., où on intervient juste après pour une première augmentation de capital sur des montants qui varient, bon, pour nous, on va varier, je dirais, entre 50 et 200 000 euros.
sachant qu'on a aussi des partenaires bancaires ou semi-bancaires qui peuvent nous aider à monter quand le niveau de ticket est un petit peu plus élevé, quand le projet nécessite vraiment des fonds un petit peu plus importants. Les fonds qui sont apportés par les business angels, c'est des fonds ce sont des prêts ou ils sont échangés contre des participations? Alors pour nous, le business angel, le modèle type, c'est vraiment de participer au capital, c'est-à-dire de prendre les mêmes risques que le porteur de projet. On peut tout perdre ou éventuellement tout gagner si ça se passe bien. Mais il y a vraiment une part de risque élevée, hein, c'est le problème d'arriver en amont. Et c'est pour ça que c'est un petit peu complémentaire des banques ou des choses plus structurées qui ont un petit peu plus de mal à prendre des risques importants, même s'il y a potentiellement une rémunération à l'arrivée qui est importante. Alors, Adrien, vous, c'est un mode de financement qui, lui, est assez radicalement différent de celui de ceux qu'on vient de voir. En 2 mots, comment ça fonctionne? Alors écoutez... On va se mettre, si vous êtes d'accord, on va se mettre dans la peau d'un jeune entrepreneur qui se dit, voilà, j'ai eu du mal à convaincre un business angel. La banque, elle m'a dit, revenez quand tout ira mieux. Là, c'est un peu rapide. C'est un peu rapide et je vais tenter de rétablir. La vraie question que se pose un entrepreneur. C'est pas un entrepreneur qui a des difficultés forcément pour emprunter auprès de la banque. C'est pas forcément un entrepreneur qui a des difficultés pour adresser des business angels. C'est un entrepreneur qui va décider en alternative, quelquefois, en complément, majoritairement, dans la plupart des cas, d'utiliser des plateformes de financement participatif qui ont, on va dire, 3 grands modèles. Un premier modèle qui est celui du don, en échange de contrepartie ou pas. Très souvent, c'est les secteurs de la création, de l'innovation et de la solidarité. Nous avons une plateforme qui travaille sur ce modèle de don en échange de contrepartie qui s'appelle KissKissBank, qui existe depuis 6 ans maintenant. C'est plus de 18 000 projets qui sont passés sur nos plateformes pour plus de 40 millions d'euros collectés pour la création, l'innovation et la solidarité. C'est aujourd'hui presque 900 000 membres. Nous sommes KissKissBank aujourd'hui leader en Europe sur ce secteur d'activité. Et vous retrouvez des projets de musique, des projets de cinéma, des projets de designers, des objets connectés, des jeux vidéo, de l'agriculture. Vous trouvez vraiment tout un tas de projets créatifs, solidaires et innovants sur ce modèle de don en échange de contrepartie. Ensuite, vous avez le modèle du prêt. Le modèle du prêt à taux zéro ou du prêt rémunéré. C'est ce qu'on fait nous sur Hello Merci, qui est la deuxième plateforme qu'on a créée, qui fait du prêt solidaire. Hello Merci. C'est arrivé dans un deuxième temps. C'est arrivé dans un deuxième temps. Et le but était d'adresser les commerçants, tous les commerces de proximité, les artisans et les agriculteurs, avec un modèle qui échappait à celui des contreparties et qui est simplement celui du prêt à taux zéro solidaire. Je prête de l'argent à quelqu'un et j'attends absolument pas de taux d'intérêt en échange et donc je vais financer le four d'un boulanger, le permis de conduire d'un jeune qui habite en zone rurale et tout un tas d'autres projets. Ensuite vous avez le prêt rémunéré. C'est ce qu'on a créé avec l'Endopolis, qui a 1 an depuis hier. Cette fois-ci, c'est des petites et des moyennes entreprises qui viennent emprunter, qui peuvent emprunter jusqu'à 1 million par an, par projet, et des internautes, des Français, qui viennent diversifier leur épargne sur l'Endopolis et qui vont pouvoir prêter jusqu'à 1 000 euros par projet, le but étant de créer un portefeuille, et qui vont pouvoir avoir un remboursement de leur capital et des taux d'intérêt qui iront de 5 à 12% sur le remboursement de ce capital. Donc vous voyez, vous avez du don avec ou sans contrepartie, du prêt avec ou sans taux d'intérêt, et puis pour finir, et on ne le fait pas encore chez KissKissBank et compagnie, vous avez du capital, de l'equity. Vous pouvez aussi investir dans une start-up, dans une entreprise, en espérant avoir des dividendes ou une plus-value au moment de la revente départ. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, le financement participatif récupère ou réinvente les produits financiers existants, traditionnels, sur la base du circuit court, sur la base de l'intelligence collective et sur la base d'une économie circulaire qui a pour seul but de faire que l'argent de nous tous puisse partir directement de notre poche vers l'économie réelle. Une fois qu'on a dit ça, d'une certaine manière, on le voit bien aussi autour de cette table, le financement participatif remplit peut-être des petites zones de carence, mais n'annule absolument pas le rôle des banques, des business angels. Nous travaillons avec des business angels, nous travaillons avec des banques. Je dois signaler qu'on est partenaire avec la Banque Postale depuis 4 ans sur KissKissBank et sur Hello Merci. Ça fait bien longtemps qu'on se parle et qu'on essaie de trouver des synergies et de répondre tout simplement aux problématiques de nos clients le mieux possible, sans nous opposer bêtement. Et nous travaillons aussi avec des experts comptables, puisque nous avons avec l'Endopolis un partenariat avec l'Ordre des experts comptables pour essayer d'amener une analyse
plus performante sur le risque de ces entreprises, parce que grâce aux experts comptables, on analyse aussi le futur des entreprises. Mais Olivier Faure, donc on est bien dans une logique de complémentarité et pas de concurrence, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme le soulignait mon cher voisin, on est totalement complémentaires. On n'est pas sur les mêmes échelles, on n'est pas sur les mêmes projets. Moi, je dis que je fais 10 milliards de crédits sur les personnes morales, on n'est pas sur la même échelle. Donc, il y a vraiment une complémentarité et le marché est assez large et les besoins sont assez larges au niveau des entrepreneurs pour y trouver chacun sa place. Moi, j'ai pas de problème avec KissKissBankBank, j'ai pas de problème avec mes confrères. Il faut qu'on soit complémentaires. Aujourd'hui, l'économie nationale, elle a besoin d'être financée, elle a besoin de financeurs. On sait que les banques ont eu plus ou moins des difficultés il y a peu pour arriver à financer l'économie. La Banque Postale, on est une des récentes, on est tout jeune et on a cette force de pouvoir se développer. On se développe, on est passé de 0 de crédit fait en 2011 à 10 milliards aujourd'hui. On injecte de l'économie, on se met à notre niveau. Alors après, effectivement, on ne couvre pas tout, mais je ne revendique pas tout. Et j'espère que personne autour de la table revendique d'avoir la vérité. C'est-à-dire qu'il faut, dans le développement d'une entreprise, c'est une vie. Il y a elle est bébé, elle est enfant, ado, adulte. Il faut à chaque niveau avoir sa réponse la plus appropriée. Nous, notre force, c'est qu'effectivement, on a une capacité de frappe. On peut mettre des tickets de 5, 10, 15, 20, 30 millions sur une contrepartie. Pour ça, on a besoin d'avoir des contreparties qui les méritent au sens de notre gestion, dans notre complémentarité, parce que on parle de circuit court pour le financement. La Banque Postale est une banque qui n'est que française. On n'a que l'épargne des Français et on a cette chance d'être cash riche. On a plus d'épargne qu'on ne fait de prêts, d'où notre capacité à financer l'économie nationale et à se positionner. Alors oui, on ne répondra pas à tout. Oui, on dira non, parce qu'on est une banque et qu'on fait aussi nos choix. Ce qu'on veut, c'est faire nos choix en complémentarité d'autres personnes autour de la table et de la vie de l'entreprise pour lui permettre de se développer. On n'est pas là au capital, on va être là sur le financement. Alors ça voudrait dire que par exemple, si un entrepreneur a réussi à décrocher un financement sur une plateforme participative comme la vôtre, c'est un projet que vous allez peut-être regarder avec une attention peut-être différente? Du moment qu'on a un modèle qui nous est proposé par notre entrepreneur qui est économiquement viable, qu'il se soit financé par KissKissBankBank ou par quelqu'un d'autre, il a un modèle qui est économiquement viable. Donc après, il faut voir si ça rentre dans nos critères et notre capacité à accompagner. Faut mieux ne pas accompagner que mal accompagner. Un banquier qui veut faire quelque chose alors qu'il n'est pas bon, eh ben, tout le monde va se planter et ça va faire de la casse humaine, surtout chez l'entrepreneur et moins chez le banquier, parce que le banquier est plus gros. Hein. Enfin, Gilles Comon, on parlait de critères. Quels sont les critères et la part des choses qui sont, on va dire, vraiment subjectives et puis d'autres qui le sont, enfin de choses qui sont objectives, pardon, et des choses qui sont un peu subjectives? La personnalité de l'entrepreneur, l'intuition, comment tout ça se construit? Alors, à notre niveau, hein, sur des projets qui démarrent, clairement, le premier point, et je dirais même le point unique, c'est la personnalité et la force de l'entrepreneur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que celui qui a l'idée géniale va être financé facilement et que ça va rouler tout seul. L'expérience montre clairement que l'important, c'est l'entrepreneur. En deux, il y a quand même le projet et surtout le business model, puisque beaucoup d'entrepreneurs ont souvent des très bonnes idées qui répondent soit à des besoins sociétaux, soit à des idées techniques un petit peu originales. Ils oublient quand même que le business et donc l'entreprise est quand même basé sur un phénomène qui s'appelle le commerce. Et s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de revenus et il n'y a pas d'entreprise. Donc souvent, on est amené à compléter la vision des entrepreneurs en leur expliquant que ils ont l'idée, on va les aider, mais il y a une petite inflexion de leur business model à faire, ou au moins à préciser, alors en partenariat avec des experts plus techniques en comptabilité, en fiscalité, en tout ce qu'on veut. Mais souvent, ils sont un petit peu obnubilés par leur idée, leur projet, sans bien voir que ça s'inscrit dans une société qui est quand même un petit peu difficile, hein, et il faut se battre. Jérôme Kiffer, vous aussi, quels sont les critères? Qu'est-ce qui prévaut Ça a été dit, le premier critère, c'est la qualité du porteur du projet, du chef d'entreprise. Le marché. Donc d'abord les hommes. Les hommes. Après le marché, le produit. Et puis, moi, je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont très importants. C'est la capacité à exécuter le projet et la capacité à aller sur le marché. Parce que l'idée géniale, c'est bien. Et il y a beaucoup d'idées géniales qui sont présentées. Mais c'est la capacité après à la diffuser sur le marché, d'avoir les bons réseaux de distribution, d'avoir la bonne politique marketing, la bonne politique commerciale. Et l'exécution, souvent dans la réussite d'un projet, est aussi importante que la qualité intrinsèque du projet.
Et dans cette optique, il y a un autre point qui est très important à mon sens, c'est la capacité qu'aura l'équipe ou le porteur du projet à avoir des partenaires avec lesquels il va pouvoir développer son projet. Les partenaires, ça peut être les business angels, parce que souvent au-delà de l'argent qu'ils apportent, c'est le luxe d'avoir 10 chefs d'entreprise qui ont réussi et qui vont donner de leur temps pour challenger, faire évoluer le projet. Et c'est aussi tous les autres partenaires qu'on peut avoir informels pour valider la technique, pour valider le marketing, etc. Et donc d'avoir un espèce de microcosme autour de son projet qui va lui permettre d'évoluer, d'encaisser les coups, de rebondir pour réussir. Ce matin, on avait une table ronde qui était à propos des clusters. D'appartenir aussi à un cluster, c'est certainement aussi un atout important pour un porteur de projet. Indéniablement, et puis dans les clusters, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la logique de filière, qu'elle soit amont-aval ou bien qu'elle soit avec des partenaires dans le même secteur d'activité, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Olivier Feur, vous, les critères. Ce projet, oui, ce projet, non. Quelle est votre grille de lecture ? Beaucoup de choses ont été déjà dites, donc moi je vais simplement m'arrêter sur le point qui me semble essentiel et que je citais déjà ce matin, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'un banquier, on parle du financement, là on parle d'un temps T dans la vie de l'entreprise, mais le banquier, quand il a prêté, il va vivre avec l'entreprise, il va vivre dans le temps, donc on va vivre une histoire à deux. Et la confiance qu'on peut avoir dans notre interlocuteur, la capacité à se regarder dans les yeux et à savoir si oui ou non on veut continuer ensemble, c'est ça qui est fondamental. Donc oui, il y a les critères chiffrés, il y a les bilans, il y a les comptes de résultats, il y a les projets, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que tout ça peut fonctionner? C'est parce qu'il y a un homme, une équipe, il y a une entreprise derrière. Et c'est cette connaissance humaine, cette confiance qui va s'établir entre son banquier et son entrepreneur qui va faire qu'on va suivre ou qu'on ne va pas suivre. Parce qu'au moment où il va falloir appuyer sur le bouton, soit pour dire oui pour un financement, soit à un moment où on va vouloir rompre la relation, parce que quelquefois on rompt des relations. Et il n'empêche qu'avant d'appuyer sur le bouton, ce n'est pas quelque chose d'anodin pour le banquier, ça le touche personnellement, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas simplement un refus et un rejet d'un effet quelconque, c'est qu'il y a des hommes derrière qui travaillent, qu'on va mettre en situation difficile. Et moi je demande vraiment aux équipes commerciales d'être dans cette compréhension de l'humain. Parce que c'est l'humain qui va faire que quand on a un risque sur l'entreprise, la banque va dire, les chiffres ils vont dire que c'est mauvais, ou que c'est pas bon, ou que ça se dégrade. Ce qui va faire la différence entre un tel et un tel, c'est le fait que la personne qui est au-dessus, l'entrepreneur qui est au-dessus, on va lui dire, lui, je lui fais confiance. Et donc, je vais vous tenir, je vais continuer. Et à un autre, on va lui dire, non, je n'y vais pas parce que j'ai plus confiance en vous. Et c'est un mot fort de dire de ne plus avoir confiance en quelqu'un. Dans toute relation humaine, quand vous dites à quelqu'un que vous n'avez plus confiance, vous avez quelque chose qui se casse. Et derrière, il y aura les conséquences. On va faire des rejets de salaire, on va faire un certain nombre de choses. Mais c'est avant tout l'humain. Moi, je trouve que c'est fondamental dans la vie du banquier. C'est l'humain et le respect de l'humain qu'on a en face de nous. Adrien Aumont, vous, dans les plateformes participatives, donc c'est l'ensemble des Français, voire un peu plus, qui financent les projets. Donc là, ce n'est pas une décision qui est prise par un business angel ou une personne dans une banque, ou en tout cas un comité. Donc là, c'est quelque chose de plus large, hein, on va le dire, c'est l'ensemble des citoyens. Et quels sont les projets qui, aujourd'hui, ont le plus de chances dans les résultats que vous avez à ce jour? Quelles sont les choses qui émergent le plus et sur lesquelles les gens vont y aller plus facilement, au fond? Alors, je voulais revenir un peu sur des chiffres. En fait, c'est toujours très chiant les chiffres, mais ça permet quand même de voir un peu l'ampleur des choses et voir le volume qui est en train de se créer. Et pour revenir sur les 10 milliards prêtés par la Banque Postale à des personnes morales, on n'est pas à l'abri que l'Endopolis, dans 5, 6, 7, 8, 10 années, arrive sur les mêmes volumes en fait. Je voudrais juste reprendre les volumes du marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, en 2007 ou en 2008, c'était un marché d'1 milliard d'euros dans le monde entier. C'est un marché en 2015 de 32 milliards, c'est des dollars, pardon. 32 milliards de dollars, c'est presque pareil désormais. En 2020, Forbes projette le marché à 1000 milliards de dollars. Et c'est un marché qui double chaque année. Donc comme on le sait, plus la boule de neige est grosse, plus elle grandit. Donc à partir du moment où on est à 1000 milliards, et bien l'année d'après, en 2001, on est à 2000 milliards, etc. etc. C'est un marché qui n'est absolument pas anecdotique. C'est un marché qui est en train de prendre réellement de l'ampleur. Si je prends désormais la réponse précise à votre question, je vais prendre l'angle de l'Endopolis, qui est finalement l'angle le plus disruptant
pour la banque, pour la finance traditionnelle en fait, par rapport aux autres modèles qui sont Hello Merci et KissKissBankBank. Donc on rappelle que c'est du prêt. C'est du prêt aux entreprises. C'est du prêt aux entreprises et finalement la grande innovation chez nous, bien évidemment, on fait de l'analyse financière. On fait de l'analyse financière à mon avis différemment des banques puisqu'on analyse le passé, le présent et aussi le futur de l'entreprise, ce que font pas forcément les banques. Et aujourd'hui, ce qu'on rajoute à ça, c'est l'intelligence collective. Je vais vous prendre un exemple et je vais vous raconter une histoire. Vous prenez l'Angleterre. En Angleterre, Funding Circle, qui est notre concurrent et qui a des volumes d'affaires aujourd'hui exceptionnels, Funding Circle ont eu la chance, en Angleterre, les politiques ont dit aux banques, vous prenez tous les fichiers des entreprises auxquelles vous avez refusé des crédits et vous les transférez vers les plateformes de peer-to-peer lending. Ces plateformes ont mouliné ces entreprises, on a accepté une bonne partie d'entre elles alors qu'elles avaient été refusées par les banques, ils les ont mises sur le marché et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ces entreprises ont plus financé et Funding Circle a 1% de défaut. Comment se fait-il que sur ce modèle, en étant plus ouvert, avec un nouveau champ des possibles, on arrive à avoir moins de défauts que la banque? Et la réponse, en fait, elle n'est pas technologique. La réponse, c'est une innovation d'usage, c'est l'intelligence collective. On part du principe qu'un analyste financier ne peut pas connaître tous les modèles d'affaires existants. Pareil chez nous, nos analystes financiers ne connaissent pas le marché des boulangeries, celui de la biotech, celui du cinéma, etc., etc. En revanche, dans la foule, il y a des experts qui vont arriver, qui vont se prononcer sur un projet, qui vont même challenger l'entrepreneur grâce à un forum, un truc aussi simple que ça. L'entrepreneur va pouvoir se justifier. Il y a une discussion qui va se créer. Et là, les néophytes qui arrivent sur la page vont voir cette discussion d'experts à entrepreneurs. Et ça va les guider. Est-ce que c'est à risque ou pas ? Et tout d'un coup, cette intelligence collective, la foule chante juste et du coup, ces entreprises sont saines, remboursent, les taux de défaut baissent, les rendements sont plus élevés et donc le tour de magie espéré, celui sur lequel on travaille tous les jours, c'est faire que plus d'entreprises puissent emprunter et que l'épargne française puisse avoir de meilleures performances. Voilà. Et je finis juste sur un point qui est crucial par rapport à peut-être l'innovation, encore une fois, vis-à-vis des banques, c'est que sur l'Endopolis, un dossier s'instruit en 1 semaine. La levée est en moyenne de 15 jours pour un montant moyen de 100 000 euros. Tout ça va grandir hein, dans les mois et dans les années qui viennent. Et on décaisse en 48 heures. En gros, notre record aujourd'hui, c'est 5 jours pour lever 100 000 euros. C'est 3 heures pour 30 000. C'est 1 heure pour 10 000 euros. Dans 1 an, ça sera 5 heures pour 100 000. C'est fabuleux parce qu'un entrepreneur, son boulot, c'est d'être au bureau, c'est de driver son entreprise. C'est pas de lever des fonds. Si on arrive à être un champ des possibles, avoir un meilleur rendement et une rapidité d'exécution, on aura gagné. C'est pas nous qui aurons gagné, c'est les entrepreneurs qui auront gagné. Et tout ça, bien évidemment, se fait avec du cofinancement avec les banques. Parce que quand vous empruntez sur l'Endopolis, ça rassure le banquier. Quand vous empruntez sur une banque et que vous venez sur l'Endopolis, ça rassure les prêteurs. Donc, il y a des vertus à travailler ensemble. Et encore une fois, les entrepreneurs, on n'a rien à foutre de savoir si on doit être opposer les modèles les uns les autres. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se financer. Et ils veulent avoir plusieurs cordes à leur arc et pouvoir justement avoir plus de solutions pour plus de situations différentes. Et donc tous ensemble autour de cette table, on est capable d'innover pour ces entrepreneurs. Merci Adrien, et je crois que pour conclure, on peut dire qu'au fond, les différents... Vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Non, juste qu'effectivement, la foule, l'intérêt de la foule est indéniable dans un certain nombre de cas, notamment pour tous les produits B2C, c'est-à-dire quand on s'intéresse à des utilisateurs finaux qui peuvent juger de l'intérêt du produit quasiment pour eux-mêmes. Quand on rentre dans des projets beaucoup plus techniques, industriels, etc., plus conceptuels, je pense qu'il faut rester assez prudent sur l'intérêt de la foule. On a tous vu, même dans l'histoire, des fois des foules qui se trompaient de sens. Donc c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. Donc un modèle mixte me paraît effectivement la bonne issue. Jérôme, vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. J'ai pas de choses à ajouter, c'est exactement ça. Olivier Faure, le mot de la conclusion. Ah, le mot le plus dur. Non, mais je crois que ce qui a été dit autour de la table est clair. Il y a une complémentarité entre tous les acteurs. Ça, c'est le point important. Donc, moi, je ne me sens pas spécialement concurrent de mon voisin de gauche, comme j'espère qu'il ne me sent pas spécialement concurrent. Et au-delà de parler purement des entités, c'est l'humain qu'il y a derrière. Et moi, je souhaite qu'une chose, c'est que ces humains-là puissent développer et apporter une valeur ajoutée et de la valeur à notre pays. Très bien. Écoute. Peut-être juste un élément pour conclure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur le marché. Et ce qu'il faut, c'est des projets, parce que de l'argent, on en trouve. Donc, la conclusion de la conclusion, c'est qu'il y a plus d'argent qu'il y a de projets. C'est ça? Surtout qu'il y a de la place pour faire des choses aujourd'hui. Bon, écoutez,
C'est plutôt optimiste comme conclusion. Je vous remercie de votre attention et je laisse la place à Virginie pour la table ronde suivante. Merci.